Bienvenue dans notre podcast Entre nous avec Arwa Béji. Aujourd'hui, une invitée très spéciale, Karine Desrochers. Bienvenue, Karine. Merci, Arwa. Ça va bien? Ça va très bien, merci. Merci d'accepter notre invitation aujourd'hui. Aujourd'hui, Karine, elle est ici pour nous parler de sa vie, de sa carrière en tant qu'une entrepreneur, puis maintenant en tant que directrice d'un organisme communautaire, puis la transition, puis l'épuisement de travail, puis aussi on va nous parler le fait qu'elle était une maman solo. Fait que oui, tu Ben oui, beaucoup de sujets. Oui. Fait que, on va se laisser guider. Fait que si on commence un petit peu de parler de ton histoire dès le début, est-ce que dès le départ, tu étais un entrepreneur ou c'était un... C'est drôle parce que hier, j'ai eu le souvenir de les premières fois où j'ai comme pris du leadership dans un groupe. Puis la première fois, c'était, je pense que j'étais en 3e année, je devais avoir 8 ans, puis on avait organisé une pièce de théâtre. Puis ça avait été quand même un bon succès, puis qui m'avait comme vraiment beaucoup motivée à faire de l'événementiel, à organiser des choses. Parce que cette pièce de théâtre-là, on avait toute faite vraiment par nous-mêmes, notre petit groupe d'école primaire. Puis, on avait présenté aux plus jeunes. Puis, ils trouvaient ça tellement bon que même les plus vieux, genre les classes de 4, 5, 6, avaient assisté. On avait fait comme une autre représentation. Fait que je ne me rappelle plus du nom, là, mais j'étais un corbeau à l'époque. J'ai des photos de ça. C'est très... Ouais. Fait que, tu sais, j'ai toujours eu l'envie de prendre en charge des choses, puis j'ai toujours eu des idées, de vouloir mener à bien des projets. Je viens d'une famille d'entrepreneurs. Donc, lorsque j'avais 4 ans, mon père a acheté une entreprise qui est le camping panoramique à Portneuf avec son frère et sa sœur. Fait que, tu sais, j'ai été élevée dans ce milieu-là d'entrepreneuriat, puis de voir des opportunités partout. Tu sais, je me souviens, exemple, avec mon cousin, on était toujours ensemble. À un moment donné, on s'était dit, on avait cuisiné des nanaimo, tu sais, genre des desserts. Puis là, je m'étais dit, hey, on pourrait faire plein de desserts, puis aller les vendre sur les terrains, là, tu sais, aller rencontrer les campeurs, puis aller leur vendre ça, parce qu'il y avait beaucoup de gens qui passaient l'été là au complet. Fait que, mais ma tante, elle m'avait arrêté parce qu'elle se souciait de l'hygiène, du MAPAC, machin, mais tu sais, j'étais super jeune. Fait que, tu sais, bref, j'ai toujours eu cette espèce de fibre-là. Ouais, je pense que oui. Aussi, dans la famille. Oui, les Durocher sont reconnus pour être des gens d'affaires. Mes tantes avaient le salon Solange à Donnacona. Mais je le dis tout le temps que je te trouve qu'une femme très, très inspirante, mais on se connaît au milieu du travail. Oui. Merci. C'est vraiment inspirante, puis ta personnalité, puis ça se voit, tu as la personnalité leader, parce que c'est pas facile d'être aussi une directrice dans un organisme communautaire, un entrepreneur. Oui, c'est une autre dynamique quand tu arrives dans le domaine du communautaire où... souvent, dans les entreprises privées, il y a vraiment un organigramme très clair, tu sais, une hiérarchie très claire. Puis quand je suis arrivée dans le communautaire, bien, c'est très linéaire, tu sais, où est-ce que là, on travaille tous pour la même cause, puis on a chacun des tâches différentes. Donc, le leadership doit se faire d'une autre façon. Mais je trouve que c'est très valorisant de pouvoir travailler pour, pas nécessairement pour augmenter un chiffre d'affaires, mais pour vraiment être en soutien à la communauté, là. Fait que pour moi, je trouve que c'est très, très gratifiant là, de pouvoir utiliser mes différentes habiletés là, pour le bien des partenaires. Si on revient en arrière, le début de ta carrière comme entrepreneur femme, est-ce que tu étais maman quand tu étais commencé le temps? Ça s'est fait vraiment graduellement, je dirais, là, la prise de leadership là, au travers les différentes entreprises. Premièrement, c'est ma tante Claire qui est décédée aujourd'hui, qui était copropriétaire avec mon père et mon oncle, là, qui, elle, était vraiment au niveau service client, tout ça. Fait que, tu sais, je me suis comme sans doute inspirée beaucoup d'elle, puis elle m'a montré plusieurs choses. Fait que quand j'ai débuté à l'âge de 14 ans au camping, ben, j'ai vraiment comme monté les échelons tranquillement pour arriver à être comme directrice RH, puis service client. Puis j'avais 29 ans quand on a vendu l'entreprise. Puis ensuite de ça, j'ai retourné aux études pour étudier en événementiel parce que c'est quelque chose que j'ai toujours aimé. Bien, quand on parlait de comment j'ai débuté, c'est quoi les premiers projets que j'ai l'idée, c'est
Moi, je me tenais, quand j'étais plus jeune, j'étais plus rock'n'roll un peu qu'aujourd'hui. Puis je me tenais beaucoup avec des gens qui avaient des groupes de musique. Fait que, à l'âge de 15 ans, je louais des salles, je bookais des bandes, puis on allait chercher des commandites, puis on organisait des spectacles. Fait que c'est toujours quelque chose que j'ai beaucoup aimé, mais à l'époque, je pensais pas que je pouvais faire carrière là-dedans. Fait que quand on a vendu le camping panoramique, où c'est un peu l'univers des possibles, ben, je me suis dit, ah, pourquoi pas aller vers cette espèce de passion-là que j'avais quand j'étais adolescente. Donc, j'ai été à l'École du show business à Montréal. Et puis, lorsque j'ai fini le cours, ben, j'ai eu un petit mandat là, pour l'Association des quincailleries où j'organisais des événements, réseautage, euh, différents types de trucs là, pour être au service des membres de l'association. Et puis, j'ai eu l'opportunité là, d'être partenaire actionnaire du camping La Rochelle à Trois-Rivières. Donc, ça a été là, disons, la première fois où j'ai été vraiment actionnaire d'une entreprise, puis j'ai pu vraiment comme débuter là, Mhm. dans cette espèce d'univers-là où j'avais comme plus, tu sais, c'était comme plus officiel, mettons. J'étais pas Oui. juste la fille de, là, j'étais vraiment Karine, la copropriétaire. Fait que, ouais, j'avais 30 ans. Fait que ça a été une époque vraiment, vraiment géniale, là, où est-ce que, tu sais, je venais de finir mon cours, j'avais mes enfants qui étaient quand même relativement jeunes, là, qui avaient 6 ans. Euh, et puis, c'est ça, fait que, tu sais, je suis arrivée là, il y avait beaucoup à faire, tout était comme un peu à créer. J'avais beaucoup de latitude aussi, donc on a monté des comités de loisirs, puis là, j'ai organisé des gros événements d'envergure pour pouvoir attirer des gens là, sur notre terrain de camping. Puis en même temps, j'étais directrice générale de l'entreprise avec 2 jeunes enfants. Avec différents défis. Donc, ce qui a mené à un moment donné à un épuisement. Là, ouais, c'est là que j'ai fait. Ben, ça m'est arrivé comme à plusieurs reprises après de retomber comme un peu en épuisement, mais ça a été là la première fois là, où j'ai fait un épuisement professionnel. Est-ce que vous trouvez qu'en tant qu'une femme, qu'on devrait faire de plus pour prouver notre place en tant qu'entrepreneur, quand on est directrice aussi? Mais clairement, je pense que oui. Puis ben, tu sais, je pense que ça dépend de la personnalité aussi. Tu sais, je Mhm. sais que, tu sais, moi, le fait que je vienne d'une famille d'entrepreneurs, mon père il travaillait beaucoup quand j'étais petite. Fait que, tu sais, j'ai comme voulu sans doute montrer ma valeur à travers le faire. Tu sais, Mhm. genre, il faut que je sois quelque chose pour être aimée et être vue. Mais tu sais, ça, c'est tout après l'analyse que j'ai fait Oui. du pourquoi je me suis ramassée là. Tu sais, pourquoi je me suis mis dans une position où euh, tu sais, tu te ramasses comme vraiment à terre, là, tu sais, puis tu n'es même plus capable de faire des petites choses simples au quotidien. Ton cerveau, il fonctionne plus de la même façon. Et, tu sais, je veux dire, quand tu arrives dans un épuisement comme ça, c'est vraiment physique, le symptôme. C'est pas juste, OK, je suis fatiguée, puis je n'ai pas la force de faire quelque chose. C'est vraiment comme, je suis plus capable de réfléchir, je suis même plus capable de dormir tellement je suis épuisée. Puis, fait que, tu sais, ça amène beaucoup de questionnements quand tu viens à bout de remonter la pente, de dire, Mhm. qu'est-ce qui a fait que je me suis rendue aussi loin, tu sais? Puis, tu vois, ça fait peut-être à peu près 8 ans de ça. Fait que, tu sais, là, j'ai comme vraiment l'espace. Puis, on reste comme toujours fragile. Je pense, après qu'on se rende aussi bas, c'est comme si notre système, ça a été épuisé dans des énergies vitales, tu sais, où est-ce que on est comme plus fragile à l'épuisement. Fait que, tu sais, j'ai tout le temps comme un petit alarme de, OK, là, tu sais, sois vigilante. Puis, tu sais, je travaille beaucoup pour plus me rendre là, puis d'essayer de comprendre. Puis, pour répondre à ta question, je pense que c'est au niveau de la personnalité. Je sais pas si c'est le fait que je suis une femme ou c'est que j'ai cette tendance-là au niveau de ma personnalité de devoir faire quelque chose pour être aimée ou pour... ben, tu sais, aujourd'hui, je pense que je suis vraiment plus détachée de ça, là, tu sais. Puis souvent, je le dis, ben, quand j'ai débuté dans le communautaire ou quand je débute dans une nouvelle entreprise, ben, tu sais, c'est quelque chose que je nomme de... Ben, moi, je suis bonne, puis je suis pas bonne, puis je suis belle, puis je suis pas belle, puis je suis fine, puis je suis pas fine. Parce que quand tu veux juste être bonne, belle puis fine, là, ben là, tu tombes. À un moment donné, tu peux pas, là. Je veux dire, à un moment donné, je vais dire quelque chose qui va déplaire à mon équipe de travail. À un moment donné, je vais prendre une décision qui va déplaire à mon équipe de travail. C'est inévitable, tu sais, parce qu'on est des humains, puis automatiquement, des fois, on se trompe, tu sais. Fait que, mais quand on se donne pas cette liberté-là de tomber, ben c'est là le risque, là. Parce que là, Mhm. tu veux juste être tout le temps ça coche, tout le temps parfaite, puis c'est impossible d'atteindre ça, tu sais. Oui, c'est sûr. Fait que c'est-tu d'être femme ou d'être... Je sais pas, je sais pas. Les hommes doivent vivre ça aussi de Mm, façon différente. C'est sûr peut-être, qu'on a mais des enfants, on a, tu ouais, sais... c'est pas pareil. Mais moi, je trouve aussi que des fois, quand l'habitude, on voit une femme toujours dans la tête, c'est des stéréotypes. Une femme Ouais. qui est douce, une femme calme, une femme à part pas. Mais
moi, j'ai une personnalité forte, je l'ai dit tout le temps, puis je Ouais. dis les choses directes aussi. Puis tu m'inspires souvent. Quand je vois comment t'agis, je dis, tu m'inspires. Tu me donnes la force. Je dis, non, mais je suis correcte. Ma personnalité est bonne. Parce que je le Oui. vois en toi, puis je le vois. Puis je dis, c'est correct qu'on soit des femmes fortes. Ouais. Mais je pense que les hommes, ça va lui faire peur de fois. Je pense que oui. Je pense que, mais en même temps, tu sais, moi, j'ai eu la chance d'avoir de partager ma vie avec quelqu'un qui aimait ça, qui aimait ce côté-là de moi, tu sais, qui trouvait ça beau, C'est bien. ma force, tu sais. Puis merci à cet homme-là, parce que Ben, grâce à lui, ben, j'ai pu être encore plus moi-même, si on veut, puis me exact. permettre d'être cette personne-là. Mais tu sais, je pense que tu as raison aussi face à l'historique, un peu au background, tu sais, d'où est-ce qu'on vient, notre société, puis tu sais, comme même mondialement, là, tu sais, la femme qui est un peu soumise à l'homme, puis je pense qu'on est fait différemment, puis je pense que c'est pas pour rien que, tu sais, on est comme plus émotive, l'homme, il est plus rationnel, fait que, tu sais, je pense que ça prend vraiment un homme puis une femme pour élever une famille, puis Mais, amener comme une structure solide, puis qu'on a des rôles différents. Tu sais, j'ai des valeurs qui sont très, très traditionnelles, tu sais, à ce niveau-là. Mais je pense que quand on essaie de jouer les deux rôles, ben, c'est extrêmement compliqué, c'est extrêmement difficile. Puis je pense que souvent, tu sais, mon père, c'est vraiment quelqu'un qui est super important pour moi. Puis souvent, je vais lui demander conseil, tout ça. Mais tu sais, je sens souvent que je suis comme encore une petite fille. Tu sais, je veux dire, comme dans ses yeux. Fait que, tu sais, il y a comme, peut-être, ça revient à ça de la femme, comment qu'elle est perçue, tu sais, qu'on est comme des petits êtres fragiles qu'il faut prendre soin. Je ne sais pas à quel point les nouvelles générations, c'est l'image qu'ils ont, parce que, tu sais, il y a eu beaucoup de revendications qui ont été faites. Tu sais, les ben, je femmes ont pense que parlé c'est fort. encore passé comme ça, puis c'est encore destruit. Mais c'est correct, c'est la femme qui s'assoit à la maison, c'est son choix, mais c'est pas son choix, c'est son choix de faire une Ben, je pense carrière. qu'il faut qu'elle choisisse un homme qui a des valeurs qui correspondent Exactement à ce que je dis tout le son choix. temps. Ouais, clairement. Mais ne pas banaliser aussi les femmes qui travaillent, ni les femmes qui veulent rester à la maison. C'est Vraiment. toujours les messages que je veux Vraiment, dire. puis tu sais, on en discutait précédemment là, avec Ouais. les filles du Centre Femmes, puis tu sais, c'est... Il y a eu le féminisme qui a eu sa place, qui a eu... Puis tu sais, là, il y a comme un peu un mouvement néo-féministe qu'on voit, où est-ce que là... Puis moi, j'ai deux jeunes garçons ben, qui ont 16-18 ans, puis tu sais, je trouve que c'est pas évident pour eux, justement, le juste milieu entre le mâle et le faible, puis juste être l'homme, tu sais, qu'on respecte, puis qui a une place importante, tu sais, aussi. Fait que je pense que c'est pas évident pour eux de se positionner actuellement là, dans le monde, puis je trouve ça triste, mais tu sais, c'est tout le temps comme un balancier. Là. C'est comme, mettons, les syndicats à une époque que là, les employés faisaient abuser d'eux par les employeurs. Puis là, les syndicats ont été mis en place, puis ça a été vraiment une très, très bonne chose. Puis là, à un moment donné, le balancier est tellement haut que le syndicat, il vient nuire à l'employé. Là. Tu sais, là, je veux dire qu'à un moment donné, il y a comme plus sa place, puis c'est de l'extrême. Tu sais, fait que c'est un peu ça qu'on voit dans le mouvement féministe aussi. Fait que, tu sais, je trouve que c'est un terrain qui est très, très glissant. Puis que... Je pense que de plus en plus, il y a des femmes qui veulent se ramener à des valeurs plus traditionnelles, puis qu'on se rend compte que ça ne fonctionne pas. Tu sais, que les deux, le couple, les deux veulent avoir une carrière, ils veulent avoir une famille, ils veulent avoir une maison. Puis, tu sais, là, finalement, les enfants, à l'âge de 9 mois, on les met dans la garderie. Ils sont élevés dans un système qui est boiteux un peu aussi ce qu'on voit, tu sais. Fait que, je sais pas. Avec des remplacements, il y a vraiment des éducatrices, il y a manque de personnel. Ben oui, fait que c'est un cadre qui n'est pas évident pour l'enfant, tu sais, qui est très, très jeune aussi. Tu sais, moi, j'ai eu la chance de pouvoir garder mes enfants avec moi parce que, tu sais, le fait que je travaille sur un terrain de camping, ben tu sais, l'été, quand je travaillais beaucoup, ben il y avait une petite madame, Madame France, tu sais, qui venait garder mes enfants chez moi. Il était sur le terrain, il allait à la piscine, il pouvait venir me voir à mon lieu de travail. Fait que, tu sais, c'était comme plus smooth, là. Puis l'hiver, ben j'étais avec eux. Fait que, tu sais, j'ai eu cette chance-là qui n'est pas à la garderie ou en service de garde, tu sais. Puis je pense que de plus en plus, il y a des femmes qui se rendent compte que l'espèce de mécanisme de OK, les deux, on a une carrière, les deux, tu sais, l'enfant, on le met à la garderie à 9 mois. Tu sais, à un moment donné, on se rend compte que le manque de place aussi. Puis on voit que les familles sont brisées de plus en plus. Donc, tu sais, on voit une espèce de tendance vers... Ce que je dis, moi, pour moi, les féministes, c'est pas de se mettre les femmes égales exactement à l'homme, parce que des fois, l'égalité exacte, c'est pas une égalité. Non. C'est vraiment de donner le droit des femmes de choisir ce qu'elles veulent. Puis, c'est choisir que soit elle veut faire une carrière ou veut rester être une maman, de ne pas banaliser ses choix. Je suis vraiment d'accord. Parce qu'une femme, une maman qui reste à la maison, c'est quand même une job à temps plein. C'est pas un travail facile.
Des fois, j'entends des mamans et je dis, quand je travaille, je me sens mieux que je reste à la maison tellement il y a des tâches à faire puis des choses à faire. Fait que j'imagine, comment tu trouves que la société maintenant face aux femmes qui veulent rester à la maison? Parce que je vois de plus en plus, il y a des femmes qui... Ouais. C'est vrai, je vois quelques femmes qui comme, veulent... comme il y a des termes, là, les trad moms, je sais pas trop, là, t'as entendu parler de ça? Ouais. Mais tu sais, je trouve ça intéressant. Puis tu sais, c'est comme... Ça tombe dans l'extrême, là, mais en même temps, je trouve ça quand même cool, là, tu sais, qu'ils font leur pain, puis qui, tu sais, là, comme vraiment les valeurs de base, tu sais, puis que ça touche à l'alimentation, puis ça touche vraiment très largement, puis d'avoir un rythme de vie plus sobre, tu sais, d'arrêter d'être genre le voisin gonflable, puis, tu sais, ah, ben là, lui a changé son truck, ben moi aussi, je vais changer mon truck. Puis, tu sais, comme de cette espèce de culture de capitalisme, de surconsommation, que là, à un moment donné, on dirait qu'on a comme un trop-plein. Genre, on a comme mal au cœur de ça, tu sais. Fait que ça, tu sais, les gens essaient de se déconnecter un peu. En tout cas, c'est pas la majorité, mais on voit des mouvements là, comme ça là, qui prennent naissance. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Mais moi, ce que je dis, comme je le dis tantôt, puis je répète, c'est... Pour moi, je me dis que je suis une féministe, mais pour moi, féministe, c'est donner le droit aux femmes de se choisir, puis choisir ce qu'elles veulent dans sa vie, que ce soit travailler, rester à la maison, être maman, ne pas être une maman, de ne pas jamais travailler, de ne pas étudier ou étudier. Tout ce qu'elles choisissent, qu'elles veulent faire, ne pas le pointer avec les doigts. Même un homme, tu sais, oui, puis je suis vraiment d'accord avec ça. Tu sais, on parle d'équité, là, puis tu sais, j'aime la distinction entre l'égalité puis l'équité, tu sais, parce que je sais pas si vous avez déjà vu cette image-là, où est-ce que c'est comme, c'est tout égal, puis là, t'as comme un petit enfant, un adolescent, puis un papa, puis une maman, mettons, puis là, ils ont tous le même caisson pour regarder au-dessus du mur, puis tu vois que c'est égal, ils ont toutes la même hauteur. Mais c'est pas équitable. Parce que les petits ne voient pas, tu sais, fait que je pense que c'est vraiment important de faire cette distinction-là, tu sais. Puis je pense que c'est d'être respectueux, comme... je veux dire, d'être ouvert à ce que les gens soient différents. Exactement, d'accepter que moi, en tant que femme, je veux travailler, je ne veux pas rester à la maison, de me respecter. Puis on a battu fort pour avoir ce choix-là, mais aussi respecter une maman qui décide d'élever ses enfants à la maison. Mais moi aussi, j'ai dit, si j'avais le choix, mais je n'ai pas eu ce choix, si j'avais le choix de rester à la maison avec mes petits, parce que je l'ai fait avec mon premier, mais je n'étais pas capable de le faire à mon deuxième parce que je me suis séparée. C'est ça. Fait que si j'avais le choix de rester à la maison avec mon fils jusqu'à qu'il ait 5 ans, je le fais. Mais malheureusement, on vit dans cette société qu'on est obligé d'aller travailler, puis si on ne travaille pas, c'est qu'on n'a pas bien épanoui. Alors, une maman à la maison peut être épanouie aussi. Bien, certainement, certainement. Fait que, et c'est chacun y épanoui à sa façon. J'aurais beaucoup aimé avoir, tu sais, puis c'est un deuil que j'ai dû faire, là, d'avoir une famille brisée, tu sais. J'ai des enfants jeunes, puis, tu sais, je ne regrette pas, tu sais, d'avoir été en couple avec cette personne-là, parce que je n'aurais pas ces enfants-là aujourd'hui. Mais, tu sais, j'aurais aimé, tu sais... avoir une relation saine qui continue jusqu'à la fin. D'avoir une famille. Puis, tu sais, aujourd'hui, il y a comme un non-sens de, tu sais, à un moment donné, que mes enfants, ils sont pas avec moi. Je peux pas jouer mon rôle de mère au quotidien. Puis, tu sais, on voit tous les bienfaits que ça apporte à l'enfant, tu sais, quand il y a les deux parents qui sont là. Tu sais, je crois fondamentalement que ça prend un papa et une maman, tu sais, pour élever des enfants, parce qu'on n'est pas pareil, on pense pas de la même façon. Deux parents. Tu sais, la mère, elle va prendre soin. L'homme, il va amener l'enfant dans le monde. Tu sais, c'est ça vraiment la distinction là, qui se fait de base. Là, puis, bref, c'est ça. Mais regarde, on ne peut pas recommencer la vie. Heureusement. On sait jamais! Heureusement, tu sais, parce que c'était des années très difficiles. Oui. Mais, tu sais, c'est sûr que... Moi aussi, c'est la séparation, c'est pas mauvaise parce que ça permet aussi les femmes qui vivent les violences. Certainement. L'opportunité. Mais... Ben, c'est sûr que ça prend les deux parents. Il y a beaucoup de parents qui sont séparés, mais ils sont là pour les enfants. Mais des fois, on trouve qu'un des parents est absent, ça, c'est le problème. Ou un parent qui c'est toxique, qui fait... l'aliénation parentale. Exactement. Qui vraiment détruire les enfants. Puis... Ça, c'est là que c'est défait. C'est pas le fait de séparer, parce que des fois, être séparé, c'est 1000 fois mieux que d'être dans un couple qui te brise, puis que ça peut t'amener... Mais je pense pas que c'est la majorité des couples. Tu sais, je pense que... Puis il y a eu une espèce de programme qui a été mis en place dans les années genre 80-90, où est-ce que la normalisation des divorces, tout ça. Puis moi, je suis issue de ça. Mes parents se sont séparés dans ces années-là, dans les années 90. Puis, tu sais, après coup, oui, il y en a que c'était une bonne chose parce qu'ils vivaient de la violence, tout ça. Mais tu sais, je suis sûre qu'il y en a plein qui ont été à droite puis à gauche. Puis qu'au final, tu sais, si tu questionnes ces gens-là, t'es comme, ben tu sais, OK, après 30 ans...
considères-tu que tu aurais pu être heureux quand même? T'sais, parce que c'est comme si, ça revient au voisin gonflable, là, qu'on parlait tout à l'heure, où, là, il y a un conflit, il y a quelque chose qui ne va pas. C'est comme la société de surconsommation un peu qu'on vit dans les couples aussi, là, où, ça ne fonctionne pas, on va le jeter, puis on va en acheter un nouveau. Fait que c'est un peu Mais l'accessibilité de relations faciles que sur les réseaux sociaux, que d'avoir tout le temps quelqu'un. Mais moi, je trouve que les gens actuels ne font pas des efforts dans une relation. Dès que ça commence à être difficile, j'ai une banque de personnes sur mon Facebook rencontre ou sur Tinder. L'engagement est de moins en moins présent. Si les gens sont là, tant que ça fait, c'est correct. À partir du moment où il y a un défi, où il y a quelque chose, puis il y aura toujours un défi, il y aura toujours quelque chose quand tu bâtis quelque chose avec quelqu'un, que ce soit même en amitié, puis avec nos enfants, on le voit. Je veux dire, il y en a des défis là, dans les relations, là, avec nos parents, puis avec, je veux dire, mais il faut que l'amour soit là, je veux dire, il faut dire, OK, je choisis, puis c'est un choix. Oui, choisis d'aimer parce qu'on ne peut pas aimer quelqu'un tout le temps, parce que ça peut, si tu vis avec quelqu'un, des fois, tu t'énerves, tu t'ennuies de lui. Mais des fois, on se gosse nous-mêmes, genre. C'est ça. Des fois, on s'énerve nous-mêmes, fait que c'est sûr que l'autre, des fois, mais à un moment donné, ça prend un objectif, commun, puis de bâtir cette relation-là, Mais comme je dis, l'accessibilité des choix. Toujours, il y a un choix. Exact. Puis, on aime juste le départ parce que le départ, il y a des hormones. Il y a le dopamine, il y a l'endorphine, il y a l'adrénaline. On aime ça, cet sentiment, mais après 6 mois, ces hormones-là, ils prennent leur place parce que la relation en devient instable. Puis, il commence à avoir on voit la différence entre moi et mon partenaire. Puis là, OK, on commence encore une autre relation. Oui, pour garder cette espèce de dopamine-là de début. J'ai été longtemps dans ce cycle-là, puis maintenant, j'ai des valeurs vraiment, comme je disais, plus traditionnelles, où je veux vraiment bâtir quelque chose. Puis, je pense qu'un des problèmes, c'est qu'il y a la sexualité trop rapide. Parce que tu deviens comme plus objectif. À partir du moment où tu couches avec quelqu'un, c'est comme s'il y a quelque chose qui se produit. Puis, ça crée un lien aussi. En tout cas, il y a comme de quoi dans l'invisible là, qui se fait là, à travers les relations sexuelles, puis qui n'est pas dans la rationalité, puis tu ne construis pas des bonnes bases. Fait que, tu sais, c'est comme... Comme dès le départ, ils vont d'aller directement dans la sexualité, puis je trouve ça difficile, surtout pour moi. Puis les femmes, on s'est fait rentrer dans le fond de la gorge que c'est ça qu'on devait être. Tu sais, puis c'est comme si je rencontre quelqu'un puis je couche pas avec, c'est pas correct. Et puis ça devient vraiment toxique. Là. C'est quoi ton problème? T'es-tu dans l'ancienne? T'es trop fermée? Pro-ancienne, genre. C'est comme, oui, je suis vraiment old school. Ça, j'ai pas toujours été comme ça, mais j'ai vu le désastre que ça a causé dans ma vie, une sexualité qui était déphasée, là, tu sais, puis de vouloir être aimé à travers la sexualité. Puis, tu sais, je pense que c'est un sujet qui est extrêmement tabou aujourd'hui. De donner, de plaire le partenaire par la sexualité pour garder. Ouais, bien, aussi d'aller chercher notre manque d'affection. On a tous besoin d'affection, de sécurité. On a tous besoin d'être aimé en tant que femme. Puis on pense que c'est par la sexualité qu'on va aller chercher, puis ça fait l'effet opposé. Parce que l'homme, quand il va arriver, il va coucher avec toi, bien, automatiquement, il ne va pas te prendre nécessairement au sérieux. Fait que tu ne vas pas bâtir quelque chose de solide avec cette personne-là. Fait que c'est comme si c'est contre-productif. Mais en même temps, la société nous amène toujours à comprendre que c'est normal, normaliser ça, le sexe dès le début. Mais ça s'est fait graduellement. Ça, c'est la normalisation de l'hypersexualisation. Puis, là, on le voit avec les jeunes filles qui s'habillent très, très, de façon explicite, là, comme très dénudées, tout ça. Puis, comme la liberté qui est poussée à l'extrême, genre... Je te donne un exemple. Je vais au festival d'été avec mon fils qui avait 17 ans à l'époque, OK? Puis, on est dans le line-up. Puis, c'était quoi? On avait genre Pitbull. C'est vraiment pas mon style de musique. Mais bref, je suis là, puis je fais des choses pour plaire à mes enfants. On s'en sort pas, hein? C'est sûr qu'on plaît à un chum ou à ses enfants. Puis, on est dans le line-up. Puis, il y a des jeunes filles, on s'entend, là, le crowd est quand même assez jeune. Puis, il y a des filles qui sont vraiment habillées comme très, très sexy, là, tu sais, comme avec des tops puis des petites shorts. Puis, tu sais, c'est comme, sont presque en sous-vêtements, là. Puis là, je questionne mon fils. J'aime beaucoup y aller par question, hein. Tu sais, plutôt que de dire, hey, ça n'a pas de bon sens, nanana, je ne veux pas porter de jugement. Je veux voir, lui, c'est quoi sa perception qu'il y a de ça. Puis, j'ai dit, comment tu trouves ça, tu sais, une fille qui est habillée comme ça? Puis là, il me dit, je trouve ça beau à regarder, mais je voudrais pas être son chum. C'est pas bien, c'est ça. Je fais juste dire au niveau du programme, de ce qu'on se fait rentrer dans le fond de la gorge. La fille qui est habillée comme ça, je vais pas dire c'est une ci puis c'est une ça. Tu sais, moi, j'essaie d'être le plus bienveillante, puis j'essaie
vraiment, vraiment, d'être dans l'amour, puis de... Mais tu sais, moi, je l'ai vécu, là, d'avoir une vie hyper sexualisée, puis d'aller chercher la validation, puis d'aller chercher de l'amour à travers la sexualité. Puis ça a été vraiment un désastre, là, comment je me sentais, là. Tu sais, c'est comme si il y a quelque chose qui est pris à travers ça. Mais Tu oui. comprends? Fait ton énergie, elle se Oui, donnait à tout le monde. oui, tu sais, fait que moi, je pense qu'on n'en parle pas assez de ça. Puis les filles, ils se sentent obligées de... J'étais cette fille-là qui va dater un gars, puis que, ouais, tu sais, c'est so-so, mais tu sais, là, tu Mais veux pas de peut-être... déplants, tu veux pas, mais tu sais, j'étais plus jeune aussi. Ouais. Mais tu sais, je pense qu'il y a quelque chose qui est comme normalisé puis qui ne devrait pas l'être parce que ça ne fait pas sentir bien les filles. Puis si on allait poser ces questions-là, on serait étonné de voir comment ils sentent les filles à travers ça. Tu sais. Mais je comprends. Fait que là, c'était vraiment magnifique de parler avec toi. Ben, on a dépassé le temps beaucoup. Mais aujourd'hui, je pense qu'on a parlé beaucoup. Fait que, mais c'est correct, c'est vraiment plaisant. Puis c'est magnifique de parler avec toi. C'est des nouveaux sujets qu'on a oui, abordés ensemble. Vraiment. C'est notre version que j'ai. Oui, vraiment. Ton point de vue aussi, ben oui, puis c'est sur bien la de sexualité et tout. oui, puis c'est bien de se respecter aussi dans nos paroles aussi. Puis si tu as un message à donner aux femmes qui travaillent dans le domaine de l'entrepreneuriat, que c'est des femmes qui ont eu d'épuisement, même solo, c'est quoi un message que tu peux pour les aider? Je pense qu'on n'est pas des superwomen. On n'a pas à être ni faire quoi que ce soit pour être aimé et accepté. On a le droit d'être bonne, pas belle, fine, pas fine. C'est ce que je dirais. On a le droit. On n'est pas juste un côté d'une médaille, on est deux côtés. Des fois, on est bonne, puis des fois, on n'est pas bonne. Puis des fois, je suis fatiguée, puis des fois, je suis en forme. Fait que de se laisser cette espèce de liberté-là d'être, tout simplement. Merci beaucoup, Karine, aujourd'hui. Puis